Bonsoir, c'est Radio Marquise. Installez-vous, on va pas tarder à commencer. Il y a le monde sur ton visage, les hémisphères, des morceaux de pays, les océans, les dunes, les envies. Ta mèche qui mordille ta joue, une virgule qui inverse la parenthèse de tes lèvres. Et tes cils immenses, clignotants, papillons. Il y a l'univers dans les promesses de ton corps. Dangereuse promenade où je pourrais m'évanouir. Les vallées et rivières, les volcans qui sommeillent. Les écorces qui tapissent tes écorchures à vif. Et ton sourire à l'envers qui tunnelle mes questions. Dans le roman amer que toujours je te perds. Dans le roman amer que toujours je te perds. Dans l'idée obsédante qu'enfin je te retrouve. Les maquis qui s'embrasent comme des soleils couchants. Des parfums emboisés d'un fumet enchanteur. Aux portes du vertige, où toujours tu m'emmènes. Au bord d'une falaise attirée par le vide. L'Atlantique dans tes yeux qui me noient. De ces cascades sauvages dont je suis prisonnière. Mes orages qui grondent, colère nécessaire. Bâtisseuses et sorcières, solitaires épopées. Qui bravent les montagnes russes pour enfin s'échouer. Là-bas sur la grève et à perte de dunes, j'ai déposé des pierres pour que tu me retrouves dans chacun des chemins que j'ai foulés naguère. Il y a des mois d'août dans ta voix susurrée. Chants de coquelicots sur tes robes légères. Les pétales délicates dans tes plis de paupières. L'odeur de l'herbe fraîche dans l'alcôve de tes mains. Qui ravivent les cours d'eau. Et le chant des possibles. À travers ses pieds nus sur le sommet des cimes. En toute discrétion, d'observer en silence. Il y a des estuaires sur ta peau crépuscule, sur la pointe des pieds, mes idées funambules et l'horizon carmin. Réchauffant mes prières, enveloppe de ses fièvres, mon visage qui goûte ses rayons fiers. Il y a des fougères dans tes sous-bois secrets, des odeurs de terre humide après la pluie,
fleurs de bruine timide dans les mots que tu tais, et des fruits généreux dans les bras que tu offres. Il y a des époques, des siècles à visiter, des canopées, des cours d'eau où je me laisse emporter. Et sur les nappes des rives, les filets de tes fleuves, les versants de l'eau vive, les bourgeons qui m'émeuvent. Je t'observe en silence, en toute discrétion. Ébloui de beauté, je tire une révérence. Eh bien, bonsoir, nous sommes partis sur le 6e opus de Radio Marquise, votre petit podcast nocturne poétique. Et ce soir, nous allons parler à fleur de poème avec comme duo Marie-Louve et Steph. Il y a des rencontres éminemment poétiques, des connivences très spontanées, et c'est vraiment ce genre de sensation que j'ai eu en rencontrant Marie-Louve la première fois sur les scènes slam de Place D, ce petit brin de femme qui envoie comme ça tellement de résilience poétique et de puissance dans ses mots, son apparente fragilité est en fait pleine de ressources. Et en parlant de ressources, elle est allée trouver chez Steph plein de un fourmillement comme ça d'instruments et d'idées et d'astuces musicales pour mettre encore plus à l'honneur ces mots. Ça fait penser leur travail à quelque chose comme de la broderie. Chacun fait son petit point et l'ensemble donne une tapisserie absolument magique. Et il est temps de les écouter, vous raconter qui ils sont, ce qu'ils font et où est-ce que vous pouvez avoir la chance de les voir en live. Alors mon parcours, je pense que j'ai toujours été vraiment touchée par les mots, très très jeune, touchée par les mots. Chez moi on écoutait beaucoup de chanteurs à texte, Brel, Reggiani, Léo Ferré, etc. Et j'ai toujours adoré les mots, j'aimais beaucoup les cours de français. Avec mon père, on faisait un truc tous les deux, on écrivait des poèmes à quatre mains. Il m'écrivait une strophe et je devais lui répondre en strophe. Et c'est comme ça qu'on écrivait de la poésie. Je pense que c'était des moments de complicité qui m'ont gardé un très très joli souvenir de création. Et donc, ça m'est resté. J'ai toujours eu des petits carnets où je notais des phrases, des bouts de phrases, surtout pour me libérer de mes émotions et essayer de traverser des épreuves. Ça me soutenait beaucoup dans les épreuves. Et un peu plus tard, je suis partie en saison. Je partais en saison à l'époque pour travailler. Et lors des partages de fin de soirée avec les collègues de saison, on partageait un petit peu nos passions et j'avais montré un texte que j'avais écrit à un collègue qui m'a proposé de faire une musique, qui m'a accompagnée en musique, en me disant que mes textes sonnaient un petit peu comme des chansons. Et donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et en rentrant à Paris, j'ai voulu continuer d'écrire des chansons. Donc j'ai posté des annonces pour rencontrer des musiciens. C'est là que j'ai rencontré le papa de mes enfants avec qui on a fait une douzaine de chansons. Mais ça a été un projet un peu qui n'a pas vraiment abouti. Et donc voilà, qui a été mis un petit peu entre parenthèses pendant quelques années. Et il y a de ça environ 2 ans, j'ai commencé à discuter avec
avec quelqu'un sur les réseaux qui m'a proposé de me photographier. Et j'ai accepté parce que c'était une période où j'avais besoin d'un petit peu retrouver l'estime de moi-même. Et cette personne-là, il s'est avéré qu'il s'appelle Romain, alias Romanito Suerte, et lui, en fait, proposait déjà des slams et des scènes ouvertes sur Melun tous les premiers vendredis du mois. Et donc, il m'a proposé d'y aller, de venir. C'est pendant ces discussions qu'il a commencé à me nommer, enfin à me donner mon blaze, alias Marie-Louve, parce que voilà, il trouvait que j'avais quelque chose d'un petit peu mystique, voilà, très aussi préoccupée par les forêts, et j'ai un petit peu, je pense, ce côté protectrice, voilà, gardienne de la meute, et à la fois aussi un peu solitaire et un peu mystique. Donc voilà, donc ça m'est resté ce surnom de Marie-Louve. D'ailleurs, quand je vais sur les scènes slam, souvent, quand je passe, il y a les gens qui font ah ouh, voilà, comme la louve. Voilà, c'est comme ça un petit peu qu'est née. Voilà, au départ c'était Marie-Laure, et puis c'est comme ça qu'est née Marie-Louve. Merci Marie-Lou pour cette plongée dans ta genèse et dans la manière dont la Lou est apparue dans ta vie et dans la nôtre du coup. Et ce qui est une joie quand même toujours de te voir slammer à Plasté, à Melun. C'est vraiment comme ça que l'on s'est rencontrés, et puis c'est comme ça que j'ai découvert ton pelage poétique, et puis aujourd'hui tu es sur plein d'autres scènes et c'est très bien. Et donc Stuff, à toi de te présenter. Alors pour ma part, il n'y avait pas de musicien, en tout cas au domicile de mes parents, même si mon père avait pratiqué la clarinette quand il était enfant, à la fanfare, ainsi que mon grand-père. Par contre, il y avait des instruments de musique. Il y avait une mandoline, il y avait un violon, et moi je trouvais ça beau quand j'étais enfant. À 7 ans, je me suis initié à la guitare classique, mais ça n'a rien donné avec des cours. Par contre, après au collège, j'ai écouté beaucoup de musique, je me suis intéressé quand même à beaucoup de styles de musique. Et par la suite, j'ai rencontré un copain qui avait un grand frère qui, lui, avait écouté beaucoup, beaucoup de musique des années 70, donc ça m'a ouvert quand même pas mal. Ça m'a redonné envie de faire de la musique, donc du coup, j'ai à nouveau pratiqué la guitare, mais cette fois électrique, avec des cours, mais encore une fois, les cours, ça ne me correspondait pas. Voilà, j'ai eu envie d'acquérir une batterie parce que ma copine, en fait, était assez douée rythmiquement, donc du coup, c'était plutôt pour elle, mais moi, je m'y suis initié aussi. J'ai d'ailleurs participé à 2 formations à ce moment-là en tant que batteur, mais voilà, c'était sans grande conviction, mais c'était sympa. Et puis bon, après, j'ai mis un peu la musique de côté d'un point de vue professionnel et puis familial. Et c'est plutôt vers la trentaine, en fait, où j'ai eu l'occasion d'être intervenant musical et de mener des ateliers au sein d'établissements où je travaillais. Voilà, donc ça m'a permis de repratiquer la guitare, mon premier instrument, et puis d'autres instruments, et de recroiser un copain d'enfance qui participait dans un duo, et donc le musicien qui l'accompagnait en fait faisait du ney et des guimbardes, donc ça m'a initié à cet instrument du monde. D'ailleurs c'est même lui qui m'a surnommé Stuff, parce que j'avais toujours un petit shaker avec moi. Voilà, et puis après, pendant une quinzaine d'années, j'ai pratiqué les instruments comme ça, tout seul dans mon coin à la maison. J'ai écrit des textes qui me sont venus comme ça. Et puis, au bout d'une quinzaine d'années, j'avais envie de me recentrer un petit peu sur la guitare, et voilà, j'ai eu l'occasion de jouer avec un musicien, un auteur, compositeur, interprète. Donc ça m'a permis de restructurer un petit peu peut-être ma façon de jouer, même si ce projet-là n'a pas abouti. En tout cas, j'ai eu la chance, grâce à ce projet, de rencontrer un slammer, et du coup de rentrer dans le monde du slam. Eh bien merci Stuff pour ta présentation aussi, et ce parcours hautement musical et rythmique. Nous allons écouter un deuxième titre. Au tout premier, nous avons écouté Petrichor, et ici nous allons écouter Rémi. Je me permets d'avertir que le sujet peut être très sensible, puisqu'il parle de maltraitance sur les enfants. Voilà, donc je préfère prévenir un tout petit peu avant que ça commence. Mais c'est un témoignage très fort, très intense, et qui mérite d'être entendu haut et fort.
J'étais animatrice. Vous savez, ce genre de métier dont on a l'impression que ce n'est pas vraiment un. Les goûters, les chasses au trésor, tout ça. J'avais été embauchée, pas beaucoup d'expérience, mais une forme de capacité. Mon humanité dense. À ma table, j'avais tous les gosses. Faut dire, j'étais plutôt cool. Mais parmi cette tripotée de mioches, il y en avait un toujours caché dans sa cagoule. Il s'appelait Rémi. Il avait presque 7 ans. Dans son visage, un sourire grimaçant, une lueur triste qui disait « Viens me chercher maintenant ». Je le voyais dans le coin de la cour, parler tout seul et aux fourmis. Il inventait dans le coin de son cœur la fausse vie d'un autre Rémi. Parfois, il provoquait. C'était sûrement pour ne pas taire toutes les horreurs qu'il subissait, sa petite façon de faire la guerre. Alors un jour j'ai proposé, cracher ces mots sur le papier. Vous savez, sur le dessin, on exprime, on extirpe, on fait parler le cahier de l'intime, le fond de ses peurs, avec ses tripes. J'ai pas compris tout de suite. Ma tête a pris la fuite. Je voulais pas voir, je voulais pas savoir, mais c'était bien lui sur le croquis. Et là, un homme et sa cartouche. À ça, Rémi était soumis. Main devant la bouche, étouffe les cris. Il m'a dit, c'est lui, c'est l'autre abruti. Et ouais, ça peut les pères, ça se mérite. Et un pervers, ça se dynamite. J'ai crié, j'ai dénoncé. Mais faut croire que j'étais pas grand-chose devant l'administration décidée à faire sa vie une maison close. J'ai crié fort, j'ai alarmé. Je me pensais pas si mal armée. Je croyais à tort à la justice, mais certains tabous sont présidents du vice. Le lendemain, j'étais virée pour un prétexte tellement minable, pour camoufler l'inconcevable, dissimuler l'abominable. Il me cherchait souvent du regard. Je crois qu'on s'est reconnus dans le même cauchemar. Dans mon bus, je suis repartie, un bout de mon âme avec Rémi. Je suis passée devant sa prison. Je l'ai regardé se rétrécir. Je ne sais plus très bien la saison, mais je crois que j'ai vu la mort me sourire. Et depuis lors, la vie me tue. Mes métaphores se prostituent. Il s'appelait Rémi. Il avait presque 7 ans. Je l'arrache encore à ses parents. Lui n'était pas sans famille. J'entends encore son cri. Je l'imagine au fond de son lit. Et son père qu'il déshabille. Il s'appelait Rémi. Lui n'était pas sans famille. Et dans ces moments-là, je me dis, c'est parfois mieux d'être pupille. Il s'appelait Rémi. Il n'était pas sans famille. Il s'appelait Rémi. Il n'était pas sans famille. Je suis passée devant sa prison. Je l'ai regardé se rétrécir. Je ne sais plus très bien la saison, mais je crois que j'ai vu la mort me sourire. Je crois que j'ai vu la mort me sourire. Je crois que j'ai vu la mort me sourire. Depuis lors, la vie me tue.
métaphores se prostituent. Sans famille. Et dans ces moments-là, je me dis, c'est parfois mieux d'être pupille. D'être pupille. Mes métaphores se prostituent. Voilà, c'est un texte qui donne énormément de frissons et malheureusement on est face à quelque chose d'infiniment commun, beaucoup trop commun, atrocement commun. Et on te remercie, Marie-Louve, de le mettre en exergue en espérant que ça puisse protéger d'autres enfants. Et merci, Steph, de le faire vibrer si fort. Voilà. On va parler un peu de vos actus. Donc, je vous écoute. Racontez-moi tout. Alors, donc les projets, donc notre actualité artistique. Donc d'abord, je vais parler de mon actualité perso et puis Steph va vous parler de la sienne. Alors, mon actualité à moi, donc ça va être évidemment de continuer d'écrire des textes. D'ailleurs, j'ai pour projet peut-être de faire un petit recueil de toutes mes poésies pour pouvoir le présenter en ouvrage avec des illustrations. Voilà, quand j'aurai trouvé l'illustrateur qui correspondra bien à ma plume. Donc, je vais également être sur des ateliers d'écriture et de présence scénique dans ma région, voilà, donc pour vraiment développer le slam qui est pour moi une merveilleuse façon d'exprimer son ressenti, de se libérer de ses émotions. Donc des ateliers d'écriture peut-être aussi à viser des femmes également des projets collaboratifs avec des artistes plasticiens et également un projet sur le cirque à slam qui est un projet présenté par Tito, donc un projet qui va à la fois relier l'univers du cirque donc, et des slammers. Donc voilà, il propose plusieurs fois dans l'année de relier ça. Et moi de mon côté aussi, je voudrais aussi développer mes activités d'auto-entrepreneuse, c'est-à-dire à la fois des projets manuels où je vais faire des créations en macramé et en tissage. Voilà, pour ma partie. Alors moi, je collabore depuis maintenant presque 2 ans avec Mathieu Baleria autour d'un spectacle qui s'appelle Décompte des contes, donc qui est des contes qui sont une écriture de contes traditionnels mais en version slam. Voilà, donc moi je participe au niveau de la musique et là il y a donc une personne qui pratique la langue des signes. Voilà, il y a aussi Antonin Largilière qui participe à tout ce qui est captation vidéo. Et donc avec lui également, là je suis en train de réaliser un album, voilà, où j'enregistre mes compos, que ce soit musique et texte. À venir, il y aura également un album plutôt instrumental. Voilà, c'est une autre idée aussi, voilà, sans texte forcément. Et puis, évidemment, le projet actuel, c'est le projet avec Marie-Louve, avec lequel on est en train d'enregistrer. On a déjà enregistré 4 musiques, mais on espérait bien pouvoir tout enregistrer nos prochaines compos. Et puis, tu disais qu'on allait jouer... Oui, on va avoir quelques scènes, on va continuer à présenter ce projet, donc ce spectacle qui s'appelle La Fleur de Poème dans différents lieux, et notamment un premier qui va être à la Roseraie de Moraille, qui est une scène proposée par Mathieu dans le Loiret. Ça va être le 20 septembre, voilà, donc on va présenter notre set de environ 45 minutes voilà, dans ce lieu extraordinaire, cher à notre cœur.
Et puis peut-être aussi, on avait parlé à un moment donné, peut-être de mettre en image aussi quelques-uns de nos morceaux, voilà, de faire des clips. Voilà, sur plusieurs de nos morceaux, notamment, je pensais plus précisément à Le Palais de la Créature, voilà, qui nous inspire beaucoup sur quelque chose, un univers un peu féerique. Donc voilà, on va peut-être mettre en place tout ça cette année. Donc voilà, ça c'était pour les projets communs. Ouais, puis ça serait bien d'amener le côté nature, voilà, à ces créations, puisque on parlait tout à l'heure d'un morceau qui avait été joué à côté d'une rivière, et là, le Palais des Créatures, ça évoque quand même tout ça, donc ça serait bien, puisqu'on est aussi sensible, aussi bien l'une que l'autre, à cet environnement qui nous touche particulièrement. Je marchais dans la brume d'une forêt enchantée, quand tout à coup, l'enclume de mes pas arrêtés. Une crevasse géante devant mes yeux s'entr'ouvrit. Une bouche béante d'un palais alangui. Une envie frémissante d'y aller m'entreprit. Sur les arbres des fruits jusqu'alors inconnus, des ormes et des buis au corps biscornu, d'étranges créatures aux yeux blancs et émeraudes m'observaient en riant, mais d'un air incommode. Elles semblaient dire de moi que je n'avais l'air de rien, et je me trouvais là, égarée en chemin, inquiète du futur sort qu'elle m'avait réservé. J'ai pensé à la mort et j'avoue, j'ai prié. Lorsque l'une d'entre elles s'est approchée de moi, son odeur de miel tout à coup m'envoûta. Sur des feuilles gigantesques, une oiselle me posa. Instantanément ou presque, un vertige m'emporta. Dans une clairière sauvage, 1001 fougères dansaient comme des rois mages sur un lit de rivière. D'étranges passiflores semblaient pousser dans l'air comme des sémaphores en guise de réverbères. De grandes lianes pourpres, majestueuses guirlandes qui traversaient les poutres, les frontières de la lande.
des oiseaux moustachus, la queue en arabesque, qui portait un fichu à l'allure romanesque. En guise de bienvenue, on me tendit des ailes que je dus enfiler à l'ombre d'une ombelle. C'est là qu'un serpentaire enroula mes poignets d'un bracelet de prime vert aux pétales bleutés. Pour parfaire le décor, dans un cantique vaudou, une couronne antique faite en bois de bambou. Puis nous fîmes une ronde autour d'un grand chêne. Entamèrent une danse qui coulait dans mes veines. Les vibrations du monde étaient toutes ensemble pour célébrer la vie et ce qui nous rassemble. Quand un air lyrique, venant d'on ne sait où, est venu subitement m'extirper de ses heures. Je m'étais endormie au jardin du bonheur. Bien, que de nombreux projets et finalement la jeunesse de votre rencontre, vous nous en dites un tout petit peu plus pour voir? Alors en fait, moi j'ai découvert Marie-Louve sur les réseaux, voilà, à distance, j'ai écouté un petit peu ce qu'elle faisait. Et puis après, on s'est rencontrés à la Roseraie, où tu m'as sollicité. Ouais, je t'ai sollicité, donc à ce moment-là, je m'accompagnais encore de ma petite Sansula, qui est un instrument de musique, donc un kalimba un petit peu amplifié. Et donc, tu m'as proposé de prendre le relais et de jouer et de prendre la kalimba et de m'accompagner. Et c'est comme ça qu'on a fait notre premier morceau ensemble. Tout à fait, ouais. Et ensuite, on a commencé à échanger sur messagerie et on a commencé à échanger un petit peu nos univers musicaux. On s'est rendu compte assez rapidement qu'on avait un univers musical assez proche, les mêmes influences. C'est ça, on a partagé pas mal de musiciens à distance. Oui. Et après, nos compos. Toi, des textes que tu m'as envoyés et moi, des musiques que je t'ai envoyées. Voilà, et le déclencheur, vraiment le point de départ, ça a été sur un premier morceau qui a été fait d'une manière un peu pas très conventionnelle, puisque au lieu de t'envoyer un texte et que tu proposes une musique dessus, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que tu m'as envoyé un morceau que tu as enregistré à côté d'une rivière,
Et qui était une musique ancienne que qui j'avais était une jouée déjà depuis musique plusieurs années. ancienne. Et ce morceau m'a inspiré des mots. En fait, j'ai écouté le morceau plusieurs fois. Ensuite, j'ai arrêté le morceau et j'ai écrit de bout en bout ce texte. C'était très étrange d'ailleurs parce que quand j'ai enregistré ma voix sur le son que tu m'avais envoyé, je les ai mis ensemble et en fait le dernier mot était la dernière note. Donc vraiment c'est fait d'une façon assez magique. Ouais, Ça a été vraiment le premier c'est morceau. clair. C'est un moment marquant. Même moi, j'écoutais le morceau dans la voiture, je revenais et j'étais choqué presque, mais choqué positivement en tout cas. Et là, je me suis dit, waouh, c'est vraiment beau, même c'est à la limite du mystique. Ouais, ça a donné donc le morceau Pétrichor Ouais. qui va être partagé dans ce podcast. C'est ça. Et voilà, quoi. Après, Ouais. c'était le début de l'histoire, de l'aventure. On arrive au moment des petites questions et je vais commencer par vous demander, Marie-Lou Westhoff, quels sont vos mots préférés, votre mot préféré? Alors le choix était difficile. Au départ, j'étais partie pour en dire plusieurs et au final, je me suis dit que si voilà, il fallait que je n'en dise qu'un seul parce que si je commençais à en dire plusieurs, on n'allait pas avoir fini. Donc j'ai choisi le vent parce que en fait le vent, quand je trouve que c'est un mot qui est tactile. C'est un mot dont on ressent la sensation quand on le dit. Et qui amène un souffle d'air en fait qui me semble nécessaire. Voilà, le vent c'est quelque chose en fait qui part d'un point dans le passé et qui va vers l'avenir et qui donne une respiration. Donc voilà, j'ai choisi le vent. Alors moi, mon mot, il est un peu lié au tien, puisque c'est Gaïa, même si moi, je le nomme autrement, parce que Gaïa, c'est un peu, réputé, enfin, on le connaît. Ça serait Planète Miracle, en fait, voilà, parce que j'ai conscience, je crois depuis toujours, que la Terre et la vie sur Terre est comme un miracle, parce que si on regarde autour de nous, c'est quand même un peu incroyable. Enfin, si on réfléchit un peu, c'est assez incroyable quand même qu'il y a cette vie-là et toutes ces formes de vie qu'il y a sur cette planète que moi je considère comme un être à part entière, en fait, vivant, et je me sens connecté à elle et faire partie d'elle. Et voilà, et même quand je fais de la musique avec Marie-Lou, je me suis connecté à Gaïa. Donc elle est là tout le temps. Et après tout ça, quel repas vous aimeriez vivre en compagnie de personnes présentes ou plus vraiment présentes aujourd'hui sur cette planète, sur cette terre, sur ce plan? Avec qui aimeriez-vous manger, boire? Qu'est-ce que vous aimeriez manger, boire éventuellement? Dites-nous tout. Alors, avec qui j'aimerais bien manger? Justement, là, je sors de 3 jours de festival. J'ai été à un festival qui s'appelle Le Rêve de l'Aborigène. Et il y avait une femme qui était invitée à la conférence. C'était la représentante de Sea Shepherd, Lamia Essemlali. Sea Shepherd, c'est une ONG qui milite pour la protection des océans. J'ai été complètement captivée par son discours. Je suis évidemment très, très inquiète pour l'avenir de nos océans. J'aurais beaucoup aimé prolonger cette discussion avec elle. Et je pense que si on devait prendre un dîner ensemble, je lui proposais de partager un dîner végétarien, puisque je pense que c'est vraiment très très important de commencer à considérer un petit peu la nourriture d'une façon un petit peu différente. Et voilà, donc je pense que j'aurais beaucoup aimé prolonger les discussions avec elle, mais voilà, j'ai beaucoup hésité et je pense que j'aurais beaucoup aimé aussi partager un moment avec Monsieur Bob Marley. Voilà, une figure incroyable. Et peut-être éventuellement aussi Nelson Mandela pour le message de paix qu'il a diffusé. C'est très difficile de choisir une personnalité, mais je pense que voilà, avec ces 3 personnalités-là, on est déjà bien. Voilà. Alors moi, sans hésitation, du coup, c'est peut-être aussi un des pionniers des personnalités que tu viens de citer, ce serait Jésus de Nazareth.
Voilà, parce que je trouve que son enseignement est fort quand même pour l'humanité. Voilà, ne serait-ce que voilà, partager ce que l'on a, aimer son prochain, aider l'autre. Voilà, ça fait partie des enseignements qui m'ont guidé très tôt, puisque moi j'ai travaillé dans le social toute ma vie. Donc voilà, c'était s'occuper, enfin accompagner les autres, les aider en tout cas à se sentir mieux. Et puis, quand même, à cette table, j'aimerais bien aussi inviter un personnage comme Martin Luther King et Gandhi, qui sont des contemporains, mais voilà, des gens qui, pareil, ont suivi l'enseignement de ce pionnier, même s'il y en a sûrement eu d'autres avant, mais en tout cas celui qui a marqué l'humanité, voilà, Jésus de Nazareth. Et pour finir, ma question préférée, qu'est-ce que vous aimez ne rien faire? Alors, qu'est-ce qu'on aimerait ne rien faire? Alors moi, j'aime particulièrement l'idée de ne pas trop intervenir dans le jardin. Donc de ne rien faire, justement, de ne pas trop tondre la pelouse, de ne pas enlever les soi-disant indésirables, ou de ne pas enlever ce qu'on appelle les plantes parasites, etc. De laisser la vie s'exprimer pour permettre à la biodiversité de se déployer, de ne surtout pas enlever tout ce qui pousse, et de laisser le sauvage s'exprimer librement. Voilà ce que j'aime ne pas faire. Alors du coup, il y a encore un lien commun. Moi, justement, c'est ressentir tout ça, juste être dans la contemplation ou le ressenti de la nature qui m'entoure. Ça, c'est mon kiff préféré, je crois. Aller en forêt, ou aller au bord d'une rivière, ou aller au bord de la mer, et en fait, juste être là. Voilà, c'est ça. Soit fermer les yeux, soit les ouvrir et observer. Et essayer, en fait, de même pas penser, en fait. Juste me laisser imprégner de cette nature que j'adore. Eh bien, merci Marie-Louve et Steph pour cette belle plongée dans vos univers respectifs et votre univers commun. Nous avons hâte de suivre toutes vos aventures plus savoureuses les unes que les autres. Nous arrivons au moment de notre lettre d'amour. Ce soir, ce sera un haïku écrit par Patrick Moindreau, qui est un auteur que j'aime particulièrement et qui m'a fait la joie de m'écrire toute une très jolie série d'haïkus à l'occasion de mon mariage qui avait lieu ce week-end, et j'étais particulièrement émue de les lire. Donc voici celui que je vous lis ce soir. Revenir, marée haute, marée basse, au port d'attache. Voilà. Et puis, comme promis, petite surprise de ce soir, cette fois, la minute papillon sera dite par l'autre espèce de poète qui, je le pense, sera très vite reconnu lui aussi. Bioalpiniste. Métier. Non masculin. Bioalpiniste sert strictement à rien. Les bioalpinistes utilisent des plantes pour grimper aux montagnes. PS, ceci n'est qu'un exemple partant d'autres. Et il y a aussi les biojurassiques, je crois. Bon, bref, je sais plus. Et le seul spécimen de plantes qu'ils utilisaient pour grimper est exposé au musée du Louvre. C'était Radio Marquise et on vous souhaite de très jolis rêves.